Salut tout le monde, bienvenue dans cette après-séance qui sera consacrée à Jodorowsky's Dune de Frank Pavich, qui est, pour celles et ceux qui ne savent pas de quoi il retourne, un documentaire sur un film qui a failli se faire au milieu des années 70, mais qui ne s'est pas fait. Et je vous prie de croire que pour l'occasion, je n'ai pas mis n'importe quel t-shirt. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas de quoi ça parle, je vais quand même peut-être revenir un petit peu plus précisément sur le truc. À la base, Dune, c'est un cycle littéraire de science-fiction qui a été écrit par Frank Herbert et dont le début a déjà été adapté au cinéma par David Lynch en 1984. Il y a aussi des mini-séries produites par Sci-Fi dans les années 2000, mais je préfère les oublier. Le film de Lynch en 84, c'est un film que Lynch a renié pour différentes raisons, mais pour lequel personnellement j'ai une affection assez énorme. Si vous pratiquez un peu cette chaîne, je crois que vous êtes un petit peu au courant. Mais voilà, au bout d'un moment, l'amour a ses raisons, blablabla. Mais avant ça, au milieu des années 70, il y a donc eu cet autre projet d'adaptation par Alejandro Jodorowsky. Et si vous avez déjà vu notamment la chronique que j'ai faite sur les Midnight Movies, vous savez tout l'amour que j'ai pour ce bonhomme et sa filmographie. Au milieu des années 70, il était un petit peu au fait de sa gloire, il venait de terminer La Montagne Sacrée, et il a décidé, dans un élan d'ambition incroyable, de s'aventurer donc dans l'adaptation de Dune. Et pas de n'importe quelle manière, il voulait vraiment, comme il le dit dans le documentaire, accoucher d'un prophète. Il voulait faire un film qui change la mentalité du public, il voulait faire un film qui produise les effets de la drogue, et qui chamboule complètement les structures narratives habituelles, qui chamboule complètement tout simplement le langage cinématographique. La pré-production de ce film est allée très très loin. Il a réuni autour de lui une équipe créative juste incroyable, avec Moebius, Giger, Dan O'Bannon aux effets spéciaux, Dan O'Bannon qui plus tard écrira le scénario de Alien. Pour le film, au niveau des acteurs, il voulait Orson Welles en Baron Harkonnen, Salvador Dali en Empereur, et ainsi de suite, et ainsi de suite. J'en avais déjà un petit peu parlé dans la chronique sur les projets cultes qui n'ont jamais été réalisés, mais là, bien entendu, avec ce documentaire, on va beaucoup plus dans le détail. C'est une histoire de fou. Sauf que le film allait se faire, et il s'est pas fait, pour des raisons peu surprenantes, de pognon. Hollywood a flippé. Bon alors rassurez-vous, je ne suis pas en train de vous spoiler le film, c'est pas vraiment le genre de film qu'on peut spoiler, c'est un peu comme si on disait « à la fin de Titanic, le bateau coule ». Ce qui est intéressant, c'est pas de savoir comment le film va se terminer, c'est de savoir comment on va arriver à cette fin, c'est de savoir comment le récit va nous être narré. Et à ce niveau-là, Jodorowsky's Dune, c'est vraiment une ode au cinéma et à la création. Bien entendu, il y a Jodorowsky qui nous raconte, qui fait partie des intervenants. Il y a d'autres intervenants qui ont vécu le projet à l'époque, qui nous parlent de ça avec un peu plus de recul, et des intervenants, on va dire, plus jeunes qui apportent un regard un peu plus extérieur sur ce projet. En fait, ce film, c'est comme un reflet inversé de Lost in La Mancha, le documentaire qui racontait comment l'homme qui tua Don Quichotte, le projet de film de Terry Gilliam, s'est craché. Sauf que Lost in La Mancha, on en sortait avec une sensation intense de gâchis. Vraiment, on avait partagé le cauchemar de Gilliam. Tandis que Jodorowsky's Dune, on en sort avec la banane. C'est un film avec un message extrêmement positif qui consiste à dire, quels que soient les obstacles, quels que soient les échecs, au bout d'un moment, si on a vraiment une vision et un rêve qui comptent suffisamment pour nous, eh ben, faut y aller. Et quelle que soit la manière dont ça va se matérialiser, même si c'est pas ce à quoi on avait pensé au départ, même si au bout d'un moment, il y a des choses qui peuvent paraître être un échec, eh ben c'est pas grave, parce que c'est jamais quelque chose qui est perdu. Plus que la matérialisation, plus que le but vraiment final, ce qui compte, c'est vraiment le cheminement humain et créatif qui y mène. Dit comme ça peut paraître naïf, voire utopiste, mais putain, vraiment, quand c'est formulé comme ça l'est dans ce documentaire, ça fait du bien. Mais ça fait des années que je vous le dis. Même avant d'apprendre l'existence de ce documentaire, j'ai l'impression que je vous en parlais déjà à travers cette histoire, à travers le projet, ce qui gravitait autour dans différentes chroniques. Et maintenant, on a enfin ce documentaire qui sort sur nos écrans. Il y a eu différents couacs juridico-administratifs qui ont retardé cette sortie, notamment avec apparemment la veuve de Moebius qui ne voulait pas que le film sorte à un certain moment. Pour aller un peu plus en détail, ce film m'a quand même principalement évoqué trois choses. Et la première, c'est la valeur fondamentale du récit. Ce film est un documentaire, mais il est structuré comme une fiction. Alors bien sûr, c'est pas le premier à faire ça, mais là c'est particulièrement évident. En fait, Jodorowsky's Dune se regarde presque comme un film d'aventure. L'aventure pour matérialiser Dune, vraiment pour concrétiser le projet. On peut presque identifier différentes étapes du voyage du héros, cher à Joseph Campbell, avec l'appel à l'aventure, avec toute la phase où le héros va réunir son équipe, qui là dans le film prend vraiment beaucoup de place, mais c'est justifié parce que c'est passionnant. Et c'est vraiment intéressant parce que ça fait écho à la pulsion de narration de Jodorowsky, à sa pulsion de conteur, tout simplement. L'histoire qu'il voulait nous raconter en nous proposant sa vision de Dune, et maintenant sa manière de raconter tout simplement même l'histoire de ce projet qui prend des aspects épiques complètement fous. Et finalement, Jodorowsky's Dune se met presque à devenir ce qu'aurait dû être Dune. Et pas uniquement parce qu'il nous propose une immersion animée dans certains storyboards et un aperçu de ce qu'aurait pu être le film visuellement, mais tout simplement parce qu'il y a une telle intensité dans le récit, une telle immersion, pas juste visuelle, mais thématique, qu'il entre complètement en fusion avec le matériau de base et que finalement la fiction et la réalité s'imbriquent. Sincèrement, il y a certains passages du film qui sont tellement génialement improbables, et qu'une chose génialement improbable se passe une fois, c'est une chose. Mais qu'il y a une telle accumulation dans le génialement improbable, au bout d'un moment, je me suis dit, mais
est-ce qu'il enjolive pas les trucs? Est-ce qu'il romance pas ses souvenirs? Et la seconde après, je me suis dit, mais finalement, est-ce que c'est si grave que ça? Parce que si la légende est plus belle que la réalité, est-ce qu'il vaut pas mieux imprimer la légende? Après, je suis pas du tout en train de dire que les intervenants du documentaire créent des anecdotes de toutes pièces. Il est avéré que ce qu'il racontait dans le film est vrai, bien entendu. Mais c'est dans la manière de le raconter que c'est là qu'on voit la dimension de conteur qui s'empare des intervenants et principalement de Jodorowsky. Cette dimension de la réalité est une chose, mais dans la manière dont ça va être taillé par les souvenirs et par la manière de le faire passer à la postérité, il y a encore une fois la fiction et la réalité qui s'entrecroisent de manière permanente. La deuxième chose que m'évoque ce film, c'est le pouvoir du fantasme. Pour vous prendre un exemple, si James Dean et Marilyn Monroe n'étaient pas morts à l'âge auquel ils sont morts, dans les circonstances dans lesquelles ils sont morts, est-ce qu'ils seraient devenus de telles icônes de la culture pop? Pas sûr. Le Dune de Jodorowsky, c'est peu ou prou la même chose. C'est justement en partie parce qu'il ne s'est pas fait qu'il est devenu à ce point une icône du cinéma, alors que le film n'existe même pas. À un moment du documentaire, un des intervenants met le doigt sur quelque chose d'assez intéressant, à savoir que pour l'époque, sur ce film, Jodo était vraiment en avance sur son temps, et qu'il y a beaucoup de ces visions qu'il avait pour Dune, qu'il aurait été impossible, ou quasi impossible pour les effets spéciaux de l'époque, de matérialiser. Et c'est pour ça que Jodorowsky's Dune fonctionne si bien à ce niveau. C'est qu'à partir des travaux qui sont montrés à l'écran et à travers ce que Jodorowsky raconte de sa vision, chacun peut y projeter sa propre vision de Dune. Et c'est ça le pouvoir du fantasme, c'est arriver à mobiliser suffisamment les imaginaires des spectateurs pour extraire une œuvre de son époque, du moment et de ses contingences logistiques, pour vraiment la faire vivre et se renouveler dans cet imaginaire et devenir tout simplement immortelle. Une idée fondamentalement sera toujours plus puissante que sa matérialisation, aussi belle cette matérialisation soit-elle. Et la troisième chose sur laquelle j'ai envie de revenir, en fait, c'est le seul reproche que je pourrais adresser au film. C'est qu'à aucun moment, un des intervenants ne prend en compte la possibilité que le film ait pu être un échec. Déjà sur le plan créatif, un échec relatif, dans la mesure où Jodorowsky aurait été limité par les limitations des effets spéciaux et n'aurait pas réussi autant qu'il l'aurait voulu à matérialiser sa vision à ce niveau-là, ou tout simplement un échec dans la mesure où le film n'aurait pas trouvé son public. Parce que Jodorowsky avait d'énormes ambitions pour ce film, il voulait en faire un prophète, comme il dit. Et quand un prophète ne trouve pas de gens à qui parler, ça pose un peu problème. Je sais bien qu'on s'engage pas dans un projet d'une ambition telle avec le doute à l'esprit ou le simple fait de considérer la possibilité de l'échec. Sinon on reste prostré chez soi, à ne rien faire. On y va pour renverser une putain de montagne, donc c'est vraiment en mode let's go. Mais 40 ans après les faits, après l'échec de ce projet, je pense qu'il est aussi possible de revenir sur ces thématiques avec un peu plus de recul. Après, je sais aussi que pour la rendre Jodorowsky, créativement, il n'y a pas d'échec. Je veux dire, le cheminement en soi est déjà un accomplissement. Et je respecte putain de totalement cette vision. Mais venant des autres intervenants qui, de fait, pour différentes raisons, ont un rapport un petit peu plus distancié à la chose, j'étais surpris de ne pas entendre cette possibilité plus évoquée. Comme je le disais, il y a cet intervenant à un moment qui raconte que Jodorowsky était trop en avance sur son temps et que peut-être que le film aurait mal vieilli à cause des effets spéciaux et des limitations d'effets spéciaux. Mais ça en reste là, donc j'aurais préféré en entendre un petit peu plus à ce sujet. Mais si je fais cette après-séance, c'est aussi et surtout parce qu'il y a quelques jours, j'ai eu le plaisir d'animer un ciné-club au cinéma Le Pandora à Avignon, qui est un cinéma que vous commencez peut-être à connaître, vu les quelques fois où j'en ai parlé dans les vidéos et sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'était une avant-première de Jodorowsky's Dune en présence de Brontis Jodorowsky, qui est un des fils d'Alejandro, et qui dans le film était censé jouer Paul Atreides, donc le personnage principal. À l'époque du projet, Brontis avait 12 ans, si je dis pas de conneries, et pour le préparer au rôle, en fait, son père Alejandro l'a confié à un instructeur en arts martiaux, Jean-Pierre Vigneault. Et pendant 2 ans, Brontis a été entraîné aux arts martiaux 6 heures par jour, tous les jours. Pendant 2 ans. Putain, oui. Dans le film, pour des raisons de rythme, c'est un passage qui est assez rapidement évoqué, il y a environ 5 minutes qui y sont consacrées. Donc, rencontrer Brontis, ça a été l'occasion de lui demander plus de détails sur cette période, comment il a vécu ces 2 ans, comment ça s'est passé, techniquement en quoi ça consistait, quel regard aussi il portait sur tout le projet en tant qu'enfant à l'époque. Et ça a été l'occasion aussi de lui poser d'autres questions, notamment sur ce que j'ai évoqué un petit peu avant, sur l'éventuel échec du film, sur le pouvoir du fantasme et tout ce qui va avec ça. Et ça a été une rencontre qui a été filmée. Donc je vais vous proposer maintenant, pour cette deuxième partie d'après-séance, quelques passages de cette rencontre et quelques propos fort avisés de Brontis, qui est un bonhomme passionnant. Donc voilà, il y a quelques problèmes de son, notamment parce qu'il y a des espèces d'interférences avec un téléphone, qui n'était pas le mien, je tiens à le préciser. Mais ça n'entrave pas du tout la bonne compréhension de la chose. Donc j'espère que ça vous intéressera. C'est des propos qu'il vaut mieux écouter après avoir vu le film, sinon vous allez être largué. Et on commence tout de suite par le passage où il parle de la manière dont son père lui a proposé le rôle et les 2 ans qui ont suivi, comment il les a vécus, tout ça. Et voilà, je vous laisse avec les images et je vous dis à très bientôt. Et quand mon père est venu me voir, il m'a dit « Écoute, voilà, on va faire ce projet Dune ». J'avais 12 ans. Et le personnage principal de cette histoire, enfin un des personnages, enfin le personnage, le prophète, Paul, c'est un jeune garçon de 14 ans, 14-15 ans,
et je voudrais que ce soit toi qui le joues. Alors là, c'était super, quoi. J'étais vraiment content parce que quand un père te dit je vais faire quelque chose qui est important pour moi et je veux que tu le fasses avec moi, ben on est très fiers, on se sent reconnu, on se sent aimé, on se sent respecté. Voilà, puis l'histoire, il m'a raconté vite fait l'histoire, c'est génial, c'est un film de science-fiction. À l'époque, c'était que des films, les films de science-fiction, c'était que de la série B, mais j'adorais ça. Le Twilight Zone, la quatrième dimension, j'adorais tous ces trucs-là, tu vois. Donc j'étais vraiment heureux. Et juste, il m'a laissé être heureux 5 minutes, et puis après, il m'a dit, mais il va falloir t'entraîner, hein, très fort. Parce que je ne vais pas mettre tout mon film, qui est quand même une chose la plus importante de ma vie, sur tes épaules si tu n'es pas prêt. Hein. Alors, voilà. Donc voilà Jean-Pierre Vigneault. Et tu vas travailler avec lui, il va t'apprendre les arts martiaux. J'avais un petit peu commencé le judo, mais j'aimais pas trop ça. Je me suis toujours étranglé, c'était affreux. Mais d'ailleurs, chaque fois que j'ai vu le film, à l'apparition de Jean-Pierre Vigneault, les gens rient parce qu'il déteint complètement avec justement tout le propos spirituel derrière. Et je suis sûr qu'il y a une démarche spirituelle dans sa manière de voir les choses, mais dans son intervention, il y a un côté extrêmement terre à terre. J'ai après les clés de bras, le truc, le machin. Jean-Pierre Vigneault, il a été champion de karaté junior d'Europe. Après, il a été, bon, c'est sa légende, mais je crois que c'est vrai, mercenaire chez Bokassa. Et quand on l'a connu, il était un des videurs les plus redoutés de la place de Paris parce qu'il ne fallait pas l'emmerder. Ça se finissait à l'hôpital toujours pour l'autre. C'était pas juste le videur qui sait faire son métier, calmez-vous monsieur, qui en impose et qui. Voilà, c'était juste. Bien, pa. Ah, puis après il est rentré, il était content, tu vas prendre une douche. Il avait eu une bonne soirée. Jean-Pierre, on l'a interviewé à l'avant-première à Paris. Et donc quelqu'un lui demande, et c'est vrai que vous pouvez tuer quelqu'un avec une main? Il dit, avec un doigt. Et c'est vrai, c'est quelqu'un qui a fait toute sa vie ça. Bon. Mais il m'a fait travailler énormément. Comme je dis dans le film, pas de pitié. C'était pas de pitié, mais c'était pas du pas de pitié du maître rigoureux qui t'emmerde, qui t'écrase, qui te fait mal. Non, c'était la rigueur spirituelle qu'il y a dans les arts martiaux. Pour lui, il m'a vraiment poussé sur l'art martial. Donc il y avait les mouvements, tout ça, mais il fallait que ce soit beau. Parce que c'était pour un film. Il ne s'agissait pas de vraiment casser la gueule au Harkonnen pour de vrai. Tu vois, c'est resté un film. Il fallait que plastiquement ce soit beau. Et nous, on adorait les films de Hong Kong. Quand on habitait à New York, juste avant ce projet-là, il n'y avait pas les DVD, il n'y avait même pas encore les VHS, hein, vous voyez. Enfin, certains ne savent même pas ce que c'est les VHS, ils sont nés après ici. Betamax, etc. Bon, donc mon père nous emmenait, moi et mes frères, mon frère Cristobal, tous les 15 jours, on allait voir une comédie musicale. Et une fois tous les 15 jours, donc alterné, on allait à Chinatown voir les films des frères Chow, les films de Hong Kong, dans lesquels il y avait le kung-fu, mais c'était avant que ce soit les films de karaté comme ils sont connus maintenant. Il n'y avait que les Chinois qui allaient voir ça. On voyait les films en cantonais, doublés, sous-titrés en taïwanais. Je sais pas, on voyait que les images. Mais c'était affreux, des gars qui rentraient la main comme ça et sortaient le foie, les yeux, puis c'était très gore, quoi, tu vois. Mais c'était le kung-fu, quoi. C'est absolument merveilleux, c'était beau, c'était vraiment beau. Et on sortait avec mon frère de là. Bruce Lee n'existait pas encore. J'étais toujours dans les bagarres à l'école. Donc on a fait 2 ans d'entraînement, je suis devenu ceinture noire de karaté, et à partir de là, je ne me suis plus jamais battu de ma vie. C'est très étonnant. C'est-à-dire que l'agression en face de moi a disparu, ma propre agressivité s'est calmée. Je n'étais pas non plus super nerveux, hein, mais... Donc j'ai pas été traumatisé, c'était pour parler de moi, mais sans parler de moi. Mais c'est vrai que dans le film, il est plus question de l'aspect physique, de l'apprentissage des arts martiaux, mais toute la dimension spirituelle dont parlait Alejandro, justement, est-ce qu'elle était justement inhérente à ce que vous a appris Jean-Pierre Vigneault? Est-ce que c'était juste la philosophie qui est inhérente aux arts martiaux, ou il y avait aussi un autre type d'apprentissage spirituel qui allait avec un peu plus ésotérique, je sais pas? Si tu veux... bon, il y a moi, je dis toujours que j'ai plusieurs pères. J'ai la figure publique, l'artiste, etc., dont je connais l'œuvre, je l'apprécie, je l'aime, etc. Et puis après, il y a le personnage public qui est... je dis Alexandro, tu vois, Alejandro, mais je ne dis jamais papa, mais bon, voilà, c'est la même chose, c'est l'homme de la vie quotidienne. Et là, c'est la vie de tous les jours, c'est les rapports avec un père et un fils, les hauts, les bas, je veux être moi-même, sois toi-même comme moi, enfin bon, tu vois. Donc, tu vois, c'était tout. Mais par capillarité, tu reçois. Avec Jean-Pierre, il me disait toujours, tu te bats contre toi-même. Ton adversaire le plus redoutable, c'est ton ombre. Évidemment, mon ombre réel, c'est pas redoutable, mais c'est mon ombre, c'est la part intérieure de moi avec laquelle je m'affronte. Et après, l'art martial,
c'est un art du corps et il fallait trouver la précision du corps. C'est-à-dire que pour que le coup de poing doit être comme ça, le coup de pied doit être... Alors, je dois pouvoir te tuer avec mon petit doigt, Ne le mais faites avec pas. la manière. D'accord, très bien. Il Ne le faut faites pas que ça quand soit même. beau. Ça serait dommage. Donc je pense qu'il y a une forme de la quête spirituelle, c'est la quête de la beauté. Quand quelque chose est beau, il t'élève. Donc c'est la beauté du geste, c'est aussi la beauté de la relation. Pour ça, moi je dis, il ne faut pas chercher sa femme idéale, il ne faut pas chercher son homme idéal, il faut chercher la relation idéale. Donc dans ce sens-là, oui, il y avait une quête de la spiritualité. Et malgré tout, son univers qu'on dit fou, baroque, etc. Fou parce que ça sort un petit peu du cadre normal. Tu vois, tout ce qui nous est inconnu, on l'appelle fou. C'était une forme de... C'est un homme qui a, mon père, beaucoup de goût. Il a son goût, mais il a beaucoup de goût. Il aime les couleurs, il a beaucoup de connaissances de l'art. Donc tout ça, c'est une forme de spiritualité, tu vois. Mais justement, après une expérience aussi intense, qui s'est étendue sur 2 ans, donc on n'en ressort pas identique, que ce soit physiquement ou donc spirituellement. Et en quoi ça a eu une valeur dans votre vie? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez réintégré dans votre propre expérience de comédien, dans votre travail? Parce que, par exemple, dans la Danza de la Realidad ou dans la pièce Le Gorille que vous avez notamment joué à Avignon, il y a une dimension extrêmement physique dans votre approche du jeu. Est-ce que c'est quelque chose que vous puisez notamment dans cette expérience des 2 ans passés sur Dune? Oui, absolument. Après, j'ai été acteur jusqu'à ce projet-là. Et après, comme ça ne s'est pas fait, j'ai pas trop vécu ma déception parce que moi j'avais 14 ans et que je voulais, bon, ouais, tant pis, je vais aller voir mes potes. Donc j'ai mis ça un petit peu bien enfoui quelque part. Et puis la déception de mon père et toute son équipe était encore plus grande, donc j'allais pas ramener ma déception, tu vois. Mais c'est trouvé que j'ai arrêté de jouer, je voulais plus, ça m'intéressait plus. C'est pas que j'ai dit je veux plus jouer, c'est juste ça s'est pas fait, ça s'est plus fait. Voilà. J'ai voulu être pilote d'avion, vétérinaire, pédopsychiatre, et je suis revenu au théâtre beaucoup plus tard, presque par hasard, mais j'avais déjà 20 ans, ouais. Donc, mais ce dont je me suis rendu compte quand je me suis dit, bon, bah voilà, je veux être sur scène, et puis voilà, c'est que mon corps avait appris à apprendre à travers ce travail avec Jean-Pierre Vigneault et toute cette préparation. C'est ça l'essence de l'apprentissage, l'essence de la connaissance, c'est apprendre à chercher la connaissance, je crois. Donc dans ce sens, oui, et c'est resté imprimé dans mon corps. Voilà. Après, il se trouve que j'ai travaillé avec des gens qui étaient, disons, dans la direction de Grotowski, quand j'ai cherché mon premier maître de théâtre, et que c'est un travail corporel très poussé. On a passé 1 an à faire que des exercices corporels, sans dire un mot de texte. Et puis après, j'ai travaillé 7 ans avec Ariane Mouchkine au Théâtre du Soleil. Et là, c'est un théâtre qui est tellement inspiré de l'Asie, et l'Asie, c'est tellement le corps, et elle formulait jouer, c'est mettre en forme des passions. Alors moi, quand j'ai commencé le théâtre, je jouais comme ça, tu comprends? Toi. Donc je me suis rendu compte que c'était imprimé dans mon corps, et j'ai fait tout un travail de nettoyage, d'enlever, enlever. Me défaire de la forme pour ne garder que l'outil. Une autre question que je me posais, c'était en dehors de l'entraînement proprement dit et de cette expérience à ce niveau-là, côtoyer toute cette sphère culturelle et artistique à l'époque, il y avait vraiment quelque chose c'était une marmite de plein de choses. Et quel était votre regard d'enfant vraiment sur cette situation? C'est une chose à laquelle vous étiez habitué juste par votre univers familial très artistique, à travers diverses rencontres. Quand t'es enfant, ah oui, c'est le copain de mon père, Jean. Oui, il dessine, ouais, ça, c'est Moebius. Ouais. Non, mais Jean, non, parce que Jean, j'étais fan de Blueberry. Il devenait Moebius à cette époque-là. Il était en mutation, mais il était encore Jean Giraud. Et j'avais lu tous les Blueberry qu'il avait fait jusque-là. J'adorais, quoi. Et d'ailleurs, Alexandro, il les avait passés parce que lui, il adorait Blueberry. C'est un grand lecteur de BD, mon père, avant tout. Et avant, il lisait les comics, tu vois. Et donc, c'est comme ça qu'il s'est débrouillé pour le rencontrer. Et quand il a rencontré Moebius, il a dit, je veux travailler avec toi. Je fais un film, viens, etc. Tu vois, parce qu'il sentait qu'il y avait un potentiel artistique très fort. Donc pour moi, c'était relativement normal, mais en même temps, j'avais conscience. Voilà, quand tu voyais Chris Foss, parce que Chris Foss travaillait, je ne sais plus s'il travaillait sur place, mais il ne travaillait pas dans les bureaux du film, alors que Moebius, il était là tous les jours. Il arrivait avec ses planches, moi je passais de temps en temps, j'allais à l'école aussi, avec ses vaisseaux spatiaux. Moi, Chris Foss, je le connaissais seulement, il faisait les couvertures des livres de science-fiction chez J'ai lu, en poche. Et j'adorais ça. J'avais lu Asimov ou Philippe K. Dick, etc. J'avais commencé à lire la science-fiction à cause
des couvertures de livres, je les adorais. Alors quand tu voyais les originaux, ouais, c'est fantastique, tu vois. J'avais conscience que c'était fantastique, mais en même temps, c'était normal. Chacun a sa normalité, et je pense que je ressentais le plus, c'est que c'était une bande de gens absolument passionnés par un projet. Ça, tu le reçois quand tu es enfant. Et ça, tu vois des adultes qui ont cet engagement et cette même crédulité que toi quand tu joues avec tes Playmobil. Tu vois, ils étaient là, mais ils étaient à fond, c'était des artistes, mais ils prenaient un plaisir fou à faire ce qu'ils étaient en train de faire. Alessandro avait vraiment réussi à les mobiliser, c'est Chris Foss qui le dit, c'est vrai. C'était pas un groupe du tout, c'était quelqu'un qui avait dit j'ai un cap fantastique, on va aller mais au-delà de ce qui a été fait jusqu'à maintenant, on va y aller ensemble et je veux que nous soyons il était une espèce de chef de troupe, tu vois, mais chef de troupe avec des sacrés acteurs avec lui. Donc ça, quand tu es enfant, tu le ressens. Tu le ressens. Mais et ce qui m'est resté, parce qu'après on va essayer de parler plus du film parce qu'on parle beaucoup de moi, ce qui m'est resté, c'est que voilà, il faut aller au-devant de ses rêves avec passion. Sans douter, avec passion, mais en s'engageant complètement. Et j'ai vu vraiment c'est beau de voir des adultes qui sont pas entourés d'adultes qui sont ni aigris ni rien. C'était des artistes, donc il y avait toutes les galères de la vie d'artiste, hein, les hauts, les bas, etc. Quand ça marche pas. Effectivement, ouais, par rapport au film plus globalement, et c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est un film qui est extrêmement inspirant, et tout ce qui est rapport au rêve à la fin particulièrement. Et le seul petit reproche que je pourrais avoir, c'est qu'à aucun moment, en fait, il évoquait que ce film ait pu ne pas trouver son public. Et effectivement, Alejandro le dit dans le documentaire et l'a dit dans diverses interviews, où pour lui, tant qu'un artiste arrive à imprimer sa vision et arriver à matérialiser vraiment son rêve, on ne peut pas parler d'échec, même si l'œuvre ne rencontre pas son public. Mais effectivement, s'il veut faire un film qui est un prophète et que ce prophète ne trouve pas des gens à qui parler, c'est là que je me demande en fait, est-ce que finalement le fait de ne pas se réaliser, même si à l'époque bien entendu il ne pouvait pas considérer le fait que ça puisse être quelque chose de positif, mais est-ce que c'est paradoxalement pas la meilleure chose qui pouvait faire de ce film un prophète? Et est-ce que c'est pas juste la chose ultime qui pouvait lui apporter la mystique qui en a fait en fait le film qui ne s'est jamais fait, qui a eu le plus d'influence dans l'histoire du cinéma? J'adore comment tu penses. J'adore ça. Il part d'un postulat un peu, je me dis oh, puis en fait il va quelque part. C'est vraiment un esprit très fin. Le suspense. D'abord, il se posait la question est-ce que le film aurait ou n'aurait pas trouvé son public. Il ne dit pas non plus qu'il allait trouver son public. Tu vois, il ne dit pas l'inverse non plus. Il ne parle pas du public. Il dit j'avais un rêve et je vais le réaliser. Et peu importe. Van Gogh, il n'avait pas de public quand il est mort. On s'en foutait de Van Gogh. Et maintenant, on se l'arrache à des millions de dollars. Il n'aurait peut-être pas trouvé son public immédiatement, il aurait peut-être trouvé 20 ans plus tard, ou il aurait peut-être trouvé immédiatement, et plus du tout 10 ans plus tard, parce que c'est un film qui aurait, vu que c'est un film à effets spéciaux, les effets spéciaux de la première guerre des étoiles, aujourd'hui, ils nous font rigoler, tu vois. On le voit, le miroir sur la voiture, donc tu vois. Donc voilà. Mais pour aller dans ton sens, évidemment, j'aurais préféré que le film se fasse. Mais vu qu'il ne s'est pas fait, vraiment grâce au talent de Frank Pavich dans son documentaire et à la passion de chacun des membres, tu vois, tout le monde, ceux qui le racontent sont encore passionnés. Ils sont pas dans un sentiment, on n'a pas fait, ça n'a pas réussi. Tout le monde est là, c'était formidable. On sent bien que l'expérience, quelque part, elle est toujours vivace parce que c'est le processus à mener chacun vers quelque chose, de toute façon. Tu vois, il n'y a pas de frustration. Mais puisqu'il n'a pas été fait, le talent de Frank Pavich, je pense, quelque part, c'est qu'il nous le fait voir. Et en plus, de façon merveilleuse, parce qu'une partie du chemin, c'est vous qui devez le faire. C'est vous qui remplissez les cases. Donc le film ne sera jamais aussi beau que ce que vous imaginez. Il aura le niveau de beauté que vous êtes capable, vous, de lui donner, pour vous responsabiliser un peu. Et du coup, le film, tu as raison, c'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Et d'une certaine manière... voilà. Alors après, peut-être, Michel Seydoux le dit, peut-être que ce film était un peu en avance. Voilà. Mais c'est comme ça, le risque... Il y a des précurseurs en peinture, au théâtre, au cinéma. À ce moment-là, Alessandro Jodorowsky a eu une espèce de... Voilà, il était un peu précurseur, là. Avec Kubrick, il avait juste un petit peu ouvert la brèche, mais voilà, il sentait que ça pouvait être par là. Il a eu la préscience de ça, mais peut-être un poil trop tôt.
peut-être un poil trop tôt, tu vois. Voilà. Après, Après, quand on a vu le premier épisode de La Guerre des Étoiles, moi je me suis dit, oh, ça va, c'est exactement comme dans le storyboard. Quand tu vois les monstres d'Alien, bah, c'est la même équipe, et ils le disent. Hein. O'Bannon, Moebius, Giger, ils ont fait, après Alien, C'est peut-être pour c'est un ça film que, mythique. ouais. C'est marrant de voir la manière dont l'héritage, c'est avec le parallèle avec les différents films, c'est que généralement la subtilité avec laquelle l'héritage est traité est inversement proportionnelle à la qualité du film. Les films dont on se dit ah non mais sans déconner, c'est Flash Gordon et les maîtres de l'univers. Bonsoir. J'ai aussi une question. Ici. Ah oui. J'ai bien aimé la remarque d'Alejandro Jodorowsky à la fin qui dit qu'il aimerait voir une adaptation sous la forme d'un film d'animation. J'aurais bien aimé savoir à qui, si cela se faisait, à qui vous confierez justement cette adaptation. Peut-être à Nicolas Winding-Refn qui intervient ici. Je sais qu'ils sont très en lien tous les deux et j'aurais voulu aussi savoir si globalement un projet pourrait se développer entre les deux dans l'idéal. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup voir en fait. Donc voilà. Très bien, merci pour ta question. Je vais répondre de façon brève et succincte. Je crois que quand il fait ça, en fait, il est vraiment en train de faire la démonstration de dire je n'ai aucune amertume et aucune attache. Tu sais, des fois, quand un projet avorte, c'est un projet avorté, tu vois, ben on ne veut pas que quelqu'un d'autre le fasse. Alors que là, voilà, il est détaché. Pourquoi ? Parce qu'il a pu faire dans l'incal. Tout ce qu'il décrit a pu continuer, il a changé de direction, mais c'était, comment dire, il a canalisé la même source dans d'autres choses. Donc c'est une façon de dire, même après que je sois mort, c'est-à-dire que si quelqu'un le fait, merveilleux. Même si quand je serai mort, ça veut dire qu'il ne viendra pas se mêler. Il ne viendra pas être un poids derrière qui dit ce qu'il faut faire, pas faire, critiquer, etc. Non, il dit voilà, allez-y, c'est là. Que quelqu'un le fasse. Si quelqu'un a ce rêve fou et les moyens, qu'il le fasse. Alors il y a eu cette rumeur que Nicolas pouvait éventuellement le faire. C'était une espèce de rumeur comme ça. Projet entre eux deux, je ne sais pas. Pour l'instant, il n'en est pas question parce qu'Alessandro est en train de faire la post-production de son prochain film. Il termine aujourd'hui ou demain. Enfin, dans les 3 jours qui viennent, ça s'appelle Poésie sans fin, c'est la suite, c'est la directe de La danse de la réalité. Et donc il n'en est pas question pour l'instant. Juste avant de repasser le micro, je voulais juste savoir si vous vous rappeliez qui était pressenti pour le rôle de Dame Jessica. C'est marrant, tu vois, très bonne remarque. Ce film est un petit peu sexiste quand même parce qu'on ne parle pas de ce personnage. Et c'est un personnage très important. Jessica, c'est le maître de son fils. C'est la mère, on parle juste de comment elle est fécondée, mais voilà. Après, ce sont les choix d'édition, puis on ne parlait pas de tous les personnages. Hein. Alors, au tout début, je crois que Charlotte Rampling avait été approchée, et elle avait dit non. Hein, ouais. Elle était avec moi. Alors, Charlotte Rampling, je veux dire, quand j'étais gamin, déjà à 12 ans, j'étais un complexe de Deep direct. Hein. Est-ce qu'on peut faire un petit inceste tous les deux ? Alors là, j'aurais une question à Monsieur le Fossoyeur de film. Après avoir vu justement ce documentaire et vu que j'ai vu que vous aimez bien ce film Dune, est-ce que ça a changé votre vision des choses, votre vision de Dune, ou à peut-être certaines comparaisons des deux visions ou les deux visions des deux réalisateurs, par exemple, Je peux quel est votre point de vue sur les vidéos que je fais sur la chaîne, il y a un running gag autour du Dune de Lynch que j'ai découvert étant enfant et pour lequel j'ai une affection assez imposante. Et donc j'en ai fait une espèce de running gag. Donc je suis catalogué comme la personne, je vous jure, qui est pas mal. C'est fait exprès en fait. De toute façon, non, enfin pour moi c'est vraiment 2 œuvres complètement différentes. Enfin c'est ce que dit Alejandro dans le documentaire, c'est que c'est son Dune. Je veux dire, il y a un postulat similaire à la base, mais créativement il en a fait un objet vraiment complètement à part. Donc en fait, j'arrive pas à le considérer dans la continuité de l'œuvre, que ce soit le livre ou même le film de Lynch, tout simplement. C'est 2 univers complets, enfin 2 intentions et 2 contextes de création qui n'ont strictement rien à voir. D'ailleurs, je trouve ça assez ironique qu'effectivement, ce soit finalement Lynch qui ait hérité du projet, alors que dans tous les Midnight Movies, dans toutes les années 70, il y avait un côté presque, pas jumeau, mais un cousinage quelque part entre les 2 univers, les 2 approches, une espèce de passion pour certaines thématiques, pour même une liberté aussi. Donc effectivement, c'était presque le cauchemar qu'avait vécu Lynch sur ce film, qui est complètement renié. C'était presque
la vision obscure de ce que Alejandro Jodorowsky n'aurait pas pu connaître parce que de toute façon il aurait refusé, mais c'est presque ce que effectivement l'incarnation de ce qu'il n'aurait pas voulu que Dune devienne. Mais pour moi vraiment c'est trois sphères de création qui n'ont quasiment rien à voir l'une avec l'autre. Moi, je pense que si David Lynch avait eu vraiment la liberté de faire le film qu'il voulait, il aurait pu faire un film magnifique. Mais tu sais, le projet, en fait, c'était le projet de la fille de Dino De Laurentiis. De Laurentiis a acheté les droits pour sa fille. Et sa fille était, je crois, producteur exécutif. Il a dû l'avoir sur le dos tout le temps, quoi. Ils ont dû le faire chier à mort. Parce que c'est vraiment un réalisateur. Vraiment, c'est Lynch, tu vois. Moi, j'aime bien. Il y a même des trucs, Empire, comment ça s'appelle Inland Empire, j'ai vu ça, mais c'était pas un film, c'était une œuvre plastique. Tu vois, c'était du vidéo art. Au bout d'une heure de film, je me suis dit, cherche pas une histoire, un film, etc. Lui, il va au-delà, il te fait voilà, c'est un tableau, c'est une œuvre plastique. Tu vois. Mais merde, alors le gars, il te fait ça, et ça dure 3 heures, je sais pas combien. Il est libre, tu vois. Et je suis sûr qu'il renie ce film parce qu'il a eu ces cons de Laurentiis sur le dos, il n'a pas pu faire ce qu'il a voulu. C'est pas possible. Parce que ça lui ressemble pas, ce film. Même toi, tu l'as beaucoup aimé, mais c'est quand même un film qui est différent des autres. Quoi, ah oui, mais c'est presque un cas d'école, parce qu'effectivement, c'est un film qui est complètement à part dans sa filmo, et on sent qu'il n'a pas du tout eu le contrôle créatif sur plein de choses. Mais sa vision de base, il y a tellement quelque chose de fort dans son regard à la base qu'il a réussi à instiller quelques fulgurances quoi, qui sont vraiment complètement lynchiennes. Enfin, l'univers des Harkonnen, par exemple, dans ce film est extrêmement lynchien. Mais c'est vrai que ça reste complètement marginal par rapport au reste de son œuvre. Et le fond de Dune que mon père voulait faire, c'était spectaculaire, c'était Mick Jagger, c'était les vaisseaux de Chris Force, mais tout ça c'était au service d'un propos. Et ce que j'aime beaucoup dans le documentaire de Franck, c'est que non seulement il montre le film, mais que d'une certaine manière, il transmet une partie du propos qu'il y avait dans Dune, qui était qu'on peut changer les choses. Les choses belles existent. Et il faut les faire et puis il faut les partager.